Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Né à Vienne le 26 mars 1905, Viktor Frankl s'est imposé comme un neurologue, psychiatre et philosophe autrichien. Initiateur de la logothérapie, Frankl défendait l'idée que la découverte du sens est l'objectif primordial de la vie. Cette quête de sens nous fournit la guidance, l'intention et l'énergie intérieure nécessaires pour affronter les épreuves, les tribulations et les défis du quotidien. Cependant, c'est la résilience de Frankl pendant la Shoah qui marque principalement son héritage. En 1942, lui et sa famille furent déportés au camp de concentration de Theresienstadt, où son père trouva la mort. Par la suite, en 1944, Frankl et le reste de sa famille furent transférés à Auschwitz, où sa mère périt, suivie peu après par sa femme. Après la libération des camps par les forces alliées en 1945, Frankl retourna à Vienne, sa ville natale. C'est là qu'il écrivit « La quête de sens à la vie », un ouvrage fondateur qui explore la vie dans les camps de concentration, la dureté et la désolation des conditions de vie, et la descente de ses codétenus dans le désespoir. Dans ce livre, il écrit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. » Pour moi, c'est le message le plus profond de tout ce livre, un volume imprégné de leçons profondes et de réflexions philosophiques. Mais que veut dire Frankl par cet espace? Que veut-il transmettre avec les concepts de croissance et de liberté? Fondamentalement, cet espace désigne le bref instant durant lequel nous assimilons le monde qui nous entoure. Pour beaucoup, ce processus reste largement inconscient et passe souvent inaperçu. Notre interprétation du monde extérieur est façonnée par nos croyances, nos valeurs, nos jugements, nos préjugés et la manière subtile dont nos expériences influencent nos processus de pensée et nos perceptions de chaque situation rencontrée. Ces perceptions se fondent progressivement dans nos actions et façonnent finalement notre façon de réagir aux situations qui se présentent à nous. Prenons par exemple le cas d'un chien s'approchant d'une personne dans un parc. La réaction d'une personne victime d'une attaque canine durant son enfance sera intrinsèquement différente de celle d'une personne ayant grandi en étant étroitement liée à un animal de compagnie. Ces perceptions se répercutent finalement sur notre comportement et dictent notre réaction face à ce que nous venons de rencontrer. Si le stimulus est le même, la réaction à celui-ci peut varier considérablement selon l'expérience de chacun. L'émergence de cet espace est souvent fortuite. Tout au long de notre vie, nous assimilons les leçons qui nous entourent. Par les rencontres directes, nous construisons nos propres croyances et par les enseignements des autres nous adoptons leur point de vue, consciemment et inconsciemment. Pour certains, ce hasard peut être avantageux, car il favorise la croissance et le développement dans un environnement constructif. Néanmoins, pour la plupart des individus, le hasard est un fondement peu fiable pour façonner les croyances et les valeurs concernant le monde, nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Le hasard a intrinsèquement tendance à produire une courbe en cloche. Certaines personnes ont de la chance et bénéficient d'un environnement constructif, ce qui leur confère un bonheur complet. À l'inverse, d'autres sont confrontés à l'infortune, aux prises avec des traumatismes et des difficultés sans les outils pour y faire face, ce qui les conduit à un profond malheur. La majorité des gens se situent quelque part entre ces extrêmes. En rejetant consciemment le rôle du hasard et en adoptant une pratique délibérée pour façonner notre état d'esprit et notre caractère, nous pouvons faire pencher la balance en faveur du bonheur, de la résilience et du bien-être holistique. Comme le dit si bien Frankl, notre croissance et notre liberté. Cette analogie peut être comparée à la préparation d'un gâteau. Si la vie vous offre des ingrédients aléatoires comme de la pastèque, du ketchup, des nouilles et des œufs, préparer un délicieux gâteau devient une tâche ardue. Cependant, en sélectionnant avec discernement ce qui entre dans votre bol et en éliminant habilement ce qui n'y est pas, vous vous positionnez idéalement pour préparer un gâteau savoureux. Les changements dans notre façon d'appréhender le monde modifient invariablement nos réactions. Par conséquent, en ajustant nos réactions, nous transformons progressivement nos vies. Il est cependant crucial de canaliser nos efforts vers l'intérieur, en nous concentrant sur les domaines sur lesquels nous pouvons avoir une influence plutôt que de chercher à remodeler le monde ou de nous focaliser sur des éléments hors de notre contrôle. Le philosophe stoïcien Épictète l'a souligné succinctement. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Pour changer notre vie, notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure et ses habitants, nous devons changer notre façon d'y réagir. Et pour changer notre façon d'y réagir, nous devons assumer pleinement la responsabilité de l'espace entre le stimulus et la réponse, et créer consciemment les croyances, les valeurs et les jugements nécessaires à des comportements constructifs en harmonie avec ce que nous voulons être. Alors, comment y parvenir? Pour moi, changer et développer cet aspect de notre vie se fait en 3 étapes. La première étape est la prise de conscience.
Consacrez du temps à identifier précisément ce que recouvrent vos croyances. Changer quelque chose devient un véritable défi si vous manquez de compréhension précise. Si vos croyances, valeurs, perceptions et préjugés restent obscurs, les modifier devient particulièrement complexe. Souvent, ces aspects opèrent au niveau subconscient, nécessitant un effort consciencieux pour les amener à la conscience. Cependant, avec le temps, cette transition peut être facilitée par l'auto-observation sincère et la méditation. Une fois que nous avons identifié quelques croyances et que nous les percevons clairement, nous devons les remettre en question. Et c'est la deuxième étape. Posez des questions. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Pouvez-vous penser à des exemples où cette croyance est fausse? Quelles hypothèses formulez-vous? Comment savez-vous qu'elle est vraie? En posant les bonnes questions, et suffisamment, nous pouvons rapidement commencer à déconstruire les croyances fausses ou qui ne reflètent pas fidèlement le monde qui nous entoure. La dernière étape consiste à recadrer. Si vous identifiez des lacunes dans vos croyances grâce au questionnement, explorez des alternatives plus réalistes ou constructives. Intégrez ces connaissances à votre nouveau cadre de croyances révisé et plus précis. Cela nécessite souvent de la répétition, car les croyances erronées ou trompeuses que vous avez ancrées peuvent avoir formé des schémas habituels qui nécessitent une refonte. J'espère que vous avez trouvé utile la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.